Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à Altistoria dans une nouvelle émission, une émission dédiée à Gargantua. Oui, Gargantua. Alors pour vous parler de cette figure, je vous présente mes deux invités du jour, Jean-René Mestre et Frédéric Lavacherie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-René Mestre, vous êtes fondateur de la Société des Amis du Musée Crozatier du Puy-en-Velay, créée en 1986, auteur d'ouvrages sur la lentille verte du Puy, les poètes de Haute-Loire, l'apiculture régionale, mais aussi la mythologie française. Vous êtes découvreur avec votre fils Bruno de sites archéologiques, notamment la motte castrale de Bonneval, l'oppidum proto-historique de Jax et le théâtre gallo-romain de Saint-Paulien. Frédéric, vous êtes président fondateur du Centre Aroun Tazieff, créé en 2008 pour les sciences de la Terre. Vous avez œuvré comme élu de Chauderolles à l'extension du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à 17 communes de Haute-Loire et à la création du géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche, ce qui vous a amené à étudier le rapport des fresques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec le territoire, ses paysages et sa géologie. Cela vous a notamment conduit en 2015 à démontrer qu'il y a eu des représentations de certains de nos volcans au sein de la grotte découverte il y a 30 ans. De vos recherches, vous tirez cette interrogation majeure: l'être humain est-il le seul animal fasciné par le spectacle de catastrophes ? Depuis 10 ans, vous explorez les conséquences de cette question sur nos interprétations de l'histoire et de la préhistoire, notamment en Velay et Vivarais. Alors tout d'abord, messieurs, question principale pour nos auditeurs, qui est Gargantua ? Gargantua, il a une longue histoire. Il y a, on va dire, trois Gargantua. Il y a le Gargantua mythologique, le Gargantua dieu. Le deuxième Gargantua, c'est le Gargantua légendaire, c'est celui qui peuple nos territoires. Et le troisième Gargantua, c'est bizarrement celui qui est le plus connu aujourd'hui, hein, c'est le Gargantua littéraire, c'est celui de Rabelais. Ces Gargantua sont intéressants à différents niveaux. Et moi, ici, ce que je voudrais plutôt mettre en avant, ce sont les plus vieux, hein, le mythologique et le légendaire. Celui de Rabelais n'est en fin de compte qu'une somme littéraire à partir des aventures des deux premiers. Alors comment est-ce qu'on peut transposer le mythe de Gargantua à la Haute-Loire ? Alors, il n'y a pas à transposer de mythe. Gargantua, c'est quelque chose d'universel sur le territoire de l'Europe. La première définition de Gargantua, c'est une sorte de force, une force, on peut dire, énergétique, un peu mystérieuse, qui a été un peu comparée à un dragon, hein. C'est quelque chose qui n'a jamais été réellement vu. Et cette force mystérieuse, petit à petit, c'est traduite dans l'imagerie par un géant. Hein, c'est le côté façonneur de paysages de Gargantua. Gargantua est lié à nos paysages, à la géologie. Il transporte des pierres, il saute des rivières, il crée des rivières. Il crée des montagnes, il crée des rochers. Oublions pas que c'est en faisant ses besoins naturels qu'il a créé la borne et surtout le rocher d'Aiguille à côté du puits. Hein. C'est une défécation de Gargantua. C'est un faiseur de paysages. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, une constante que l'on retrouve sur toute l'Europe, j'insiste, toute l'Europe. On est peuplé de Gargantua. Alors, il a porté plusieurs noms. Hein. Ça a été, on parle de Gargantua à cause de Rabelais qui a fixé un petit peu son histoire sur le papier, mais avant lui, avant Gargantua, on avait des sortes de dieux un petit peu à différents noms. Ça a été quelque part Samson, ça a été christianisé après plus tard. Hein, les endroits où Gargantua passait sont devenus des lieux dédiés à Saint-Michel, à Saint-Blaise. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire avec
avec Frédéric sur le rapport entre Gargantua et le temps, la constante temporelle qui règle notre humanité. Gargantua, c'est un personnage, et d'ailleurs Rabelais le dit, qui est né le 3 février. C'est un personnage qui est né au début de la saison du printemps. C'est après, à la fin d'hiver, donc c'est le redémarrage de la saison du printemps. C'est un contemporain et il a même été appelé, mis sous le nom de Saint-Blaise, qui est fêté le 2 février. On est à la période de la Chandeleur. Qu'est-ce que c'est cette période ? C'est une période du retour du printemps et des beaux jours. C'est la première date possible pour le réveil, la sortie d'hibernation de l'ours. Et ça va être très intéressant d'en discuter avec Frédéric tout à l'heure. Cette Gargantua est un proche parent de l'ours. C'est une force de la nature, c'est un géant. L'ours, c'est exactement ça. C'est devenu, dans les derniers millénaires, l'homme sauvage. Et le mythe de l'homme sauvage s'est traduit par une réinterprétation plus néolithique, c'est-à-dire avec l'importance de la culture, du redémarrage des semis, de la renaissance de la nature. Donc Gargantua, c'est le carnaval, c'est cette période charnière de l'année. Le soleil a fini sa courbe descendante à Noël. Il est en début février, il est en plein début de renaissance. Et ces Gargantua symbolisent tout ça à la fois. Donc à la fois un façonneur de paysages et un gardien du temple, du temps, pas du temple, du temps. Et c'est quelque chose d'exceptionnel pour l'imaginaire humain depuis des millénaires. Alors je retente parce que je suis têtu. Comment est-ce qu'on peut transposer Gargantua à la Haute-Loire ? Parce qu'Altistoria s'intéresse à la Haute-Loire. Alors je sais bien on peut sortir. Mais tout ce que j'ai dit, c'est. J'ai entendu Rocher d'Aiguille sur Haute-Loire. Alors si on veut trouver des traces de Gargantua en Haute-Loire, on en a plein. C'est ce que tu veux, Loïs, des traces de Gargantua en Haute-Loire. Alors j'ai entendu Rocher d'Aiguille tout à l'heure. Le Rocher d'Aiguille. Alors je laisserai. On va terminer par le Rocher d'Aiguille parce que je laisserai Frédéric en parlait plus que moi. J'ai déjà dit ce en quoi il était une expression gargantuesque. Mais en Haute-Loire, des Gargantua, on en trouve partout. Gargantua a traversé l'Allier, a traversé la Loire, a imprimé son doigt, par exemple, à Bonnefond, dans le Devès, à côté de Caire. Il a laissé la marque de son pouce. Il a fabriqué quelque part vers le Gerbier de Jonc. Il y a toute une histoire avec le lac d'Issarlès. Ça, c'est peut-être aussi le domaine de Frédéric. Je lui laisserai raconter les aventures de Gargantua vers Issarlès. Pour ce qui est de la Haute-Loire, Bassan-Bassé, il est passé à Pierre-sur-Haute. Il a craché et créé les étangs autour du pays de Feurs. Bon, ça c'est juste un petit peu à côté de Bassan-Bassé, c'est plutôt côté de la Loire. Du côté des monts du Devès, il est passé sur les crêtes à côté de Caire. Il a un palais, c'est-à-dire c'est un dolmen, une grosse pierre qu'il a transportée, qui a fait la couverture du palais de Gargantua à côté de Sénéjol. À La Roche-Lambert, à côté de Saint-Paulien, on a des grottes, un ensemble de grottes derrière le château de La Roche-Lambert. On a la grotte de Gargantua, et dans cette grotte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une énorme boule rocheuse, encore un rocher volcanique, et cette boule rocheuse, c'est la trempe de Gargantua. La trempe, c'est-à-dire c'est la soupe ou le morceau de pain qu'on trempe dans la soupe. Et Gargantua aurait dîné là. À côté, il y avait un arbre ancien. Vous savez que les anciens aimaient beaucoup certains arbres, et ils vénéraient les sources, les arbres.
et les sommets. Et donc là, on a un arbre qui était un hêtre à l'époque médiévale, un hêtre qui, au fur et à mesure qui mourait, était régénéré par un suivant. Et cet hêtre-là, à côté de la Roche-Lambert, était appelé la canne de Gargantua. Dans l'Amblavès, à côté de la Voûte-sur-Loire, on a tout un ensemble autour de Saint-Simon, du virage de Saint-Simon, où le diable est présent là souvent. Le diable a succédé à Gargantua. Gargantua, comme vous voyez, c'est quelque chose qui imprègne un paysage, donc c'est quelque chose qui est très présent dans la mémoire des gens. Donc c'est une croyance, on va dire, païenne. Et à une époque, il a fallu lutter. Le christianisme a essayé de lutter contre Gargantua. Donc quelquefois, il l'a transformé en diable. D'autres fois, il l'a christianisé. Alors quand il l'a transformé en diable, comme à Saint-Simon, on trouve son empreinte, sa marque dans le virage de Saint-Simon. Mais d'autres histoires racontent qu'il a mis un pied sur le Mont Courant, d'autres sur la Borie, à côté toujours de la Voûte-sur-Loire. Qu'il a bu la Loire à Gourgoya. Il a traîné dans ce secteur-là. Ça implique quoi? Ça implique des lieux de passage particuliers, des traversées de rivières. Ici, c'est la Loire. Côté Allier, on retrouve son passage du côté de Saint-Ilpise. Il a peuplé l'Allier vers Chapauroux aussi. Là, il a sauté l'Allier vers Chapauroux. On retrouve les légendes de son passage. Tout ça fossilise des vieux passages préhistoriques. Et quelquefois même, ça va au-delà. Vous savez, en Égypte, on a la rive droite et la rive gauche du Nil, avec d'un côté les vivants, de l'autre côté les morts. Et Gargantua, c'est aussi un passeur. Il a été quelquefois transformé, christianisé en Saint Christophe. Christophore, celui qui porte le Christ. Et qui il porte le Christ pour traverser les passages dangereux, traverser des gués, traverser les rivières. On a Saint Christophe d'Allier, là aussi on retrouve Gargantua derrière ce Saint Christophe. Quelquefois, je vous disais que c'était un passeur d'âme, un passeur de rives. Saint Christophe, Gargantua a été transformé, a été christianisé en Saint Michel. Alors on le retrouve partout en Europe, ce Saint Michel gargantuesque. C'est toute la grande diagonale qui part du mont Harara en Turquie et qui va juste dans les îles Skellig au-delà de l'Irlande. Et qui passe par le mont Saint-Michel, qui passe par Saint-Michel d'Aiguille, qui passe par le mont Gargan en Italie. Mont Gargan avec sanctuaire et grotte Saint-Michel. Donc on a un personnage très présent et qui est très lié à tout ce qui ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas expliquer la géologie d'un territoire, on ne peut pas expliquer une formation d'une montagne, on ne peut pas non plus expliquer une catastrophe. On parlait régulièrement avec Frédéric des catastrophes qui sont inscrites dans les parois de la grotte Chauvet. Là encore, qu'est-ce qu'il y a dans la grotte Chauvet? L'image d'une catastrophe volcanique, d'une éruption dans le lac d'Isarles. Phénomène inexplicable pour un humain. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène inexplicable pour un humain? C'est quelque chose qui est lié à Dieu. Et Dieu, c'est quelque chose qui est une force extra-humaine, c'est Gargantua aussi. Et Gargantua, il est aussi à la charnière de l'explication d'un phénomène naturel pour l'humain. Et le personnage humain qui va avec Gargantua, qui est-ce? C'est le chaman. Le chaman, on le retrouve comme traducteur de l'inexplicable. Le chaman, il est face à un phénomène naturel extraordinaire, une éclipse, une éruption volcanique. C'est lui qui va donner la traduction, rassurer et apporter l'information à l'humain de base. Et en Haute-Loire, on a des chamans en Haute-Loire? On a des chamans partout.
Partout, on en a des chamans. Qui sont On en a des exemples partout. Alors, en Ardèche, on a la grotte Chauvet avec Gargantua, qui est la tête d'ours que l'on retrouve dans la grotte Chauvet avec derrière sur la paroi le chaman et sa chamanesse, hein, puisqu'il y a un homme et une femme chaman au fond de la grotte Chauvet. Mais en Haute-Loire, on a par exemple la grotte Saint-Régnier sur le plateau de la Madeleine. Avec Saint-Régnier, c'est une grotte utérine, c'est une grotte du Régnier, le roi noir, donc du démon, du diable de Gargantua. Et c'est sur un plateau appelé Madeleine, peut-être Magna Luna, la grande lune, donc en lien aussi avec cette période de la Chandeleur, la grande lune, la crêpe. Pourquoi on fabrique des crêpes à la Chandeleur ? On fabrique des crêpes à la Chandeleur parce qu'on espère que le 2 février, le 3 février, début février, l'ours va sortir de sa tanière et qu'il va amener avec lui le renouveau de la nature. Et ce renouveau de la nature, pour que l'ours sorte effectivement à cette date-là, il faut que la lune soit noire. Pour qu'elle soit noire, il faut que le soleil, il faut qu'elle soit croissante, en croissance. Hein. Donc il faut qu'on ne la voit pas. Donc on va fabriquer des crêpes que l'on va faire pas brûler, mais bien cuire, bien dorées. Et ces crêpes dorées, on va les envoyer dans le ciel en les faisant sauter pour les retourner, et on va cacher à l'ours la lune de façon à ce qu'il croit que la lune est noire. Il va donc sortir et la nature va pouvoir reprendre son cycle. Si tel n'est pas le cas, il va falloir encore attendre 40 jours avant que l'ours revienne et on aura la dernière date de sortie de l'ours. Alors, on comprend qu'autour de Gargantua, on a les explications que parfois on ne peut pas apporter pour la compréhension du relief, de la géologie, etc. Vous l'avez dit, la figure gargantuesque la plus connue, c'est celle de Rabelais. Rabelais, c'est le XVIe siècle, c'est le courant humaniste. La Haute-Loire, durant ce courant humaniste, durant cette période humaniste du XVIe siècle, est-ce qu'elle est fondamentalement humaniste ou est-ce qu'elle reste un peu en arrière, vers des traditions plus moyenâgeuses, etc. La Haute-Loire fait partie du territoire européen dans lequel Gargantua est omniprésent. Donc tout ce que je viens de raconter sur cette renaissance du cycle de la nature existe. Rabelais n'est simplement que celui qui a cristallisé ces histoires parce qu'elles étaient cachées, parce qu'elles étaient racontées en dehors de la civilisation chrétienne officielle. Donc on a grâce à lui des précisions et des informations qui sont quelquefois difficiles à décrypter, mais qui envahissent les pensées des hommes de cette époque. Donc, en Haute-Loire, bien sûr, on a toute cette vie autour de Gargantua. Ça fait partie de notre univers. Frédéric, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voudrais enchaîner sur tout ce que tu as dit là, qui est tout à fait passionnant. En reprenant ton idée de Gargantua européen. C'est un Gargantua, effectivement, est européen, comme tu le dis, mais il a une densité, à mon avis, tout à fait spécifique en Haute-Loire, je dirais même en Vivarais-Velay, parce qu'on trouve des Gargantua sur le plateau du Coiron aussi, donc plateau volcanique en Ardèche, dans le bas Vivarais. Gargantua est associé à Saint-Michel, tu l'as dit, et Saint-Michel du Monte Gargano en Italie est réputé comme le plus ancien des Saint-Michel. Je n'en suis pas sûr. Pour moi, je fais l'hypothèse que le plus ancien de ces Saint-Michel, bien avant l'ère chrétienne, donc c'est une christianisation d'un récit bien plus ancien, le plus ancien c'est probablement Saint-Michel d'Aiguille. Pourquoi ? Parce que Saint-Michel d'Aiguille, cette crotte de Gargantua en quelque sorte, est une montagne volcanique qui fut terrifiante,
dont on n'a aujourd'hui plus que la trace sous la forme de ce rocher d'aiguille, mais qui a surgi des eaux d'un grand lac qui ennoyait le bassin du Puy, qui a surgi il y a environ 2 millions, entre 1,5 et 2 millions d'années. Il y avait déjà, très probablement, des gens pour faire le récit de ce spectacle absolument terrifiant, mais fascinant, hypnotisant, qui nous a donné le rocher de Saint-Michel-d'Aiguille. Ça, c'était il y a 2 millions d'années. Mais le Monte Gargano en Italie se trouve à 160... Alors, ce n'est pas un volcan, le Monte Gargano, c'est une petite montagne, en quelque sorte, mais qui n'est pas volcanique, mais qui est à 175 km à l'est d'un volcan qui s'appelle Roccamonfina, qui a été arpenté entre 2 éruptions par des humains, il y a 385 000 ans. Des humains ont monté ce volcan Roccamonfina à l'aise, sans cours. Ils l'ont monté tranquillement et ils ont redescendu tranquillement entre 2 éruptions. C'est ce que montrent les traces fossilisées par la cendre. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Ça vaut bien, en quelque sorte, la représentation de certains volcans en éruption dans les fresques de Chauvet. Mais Chauvet, c'est il y a 36 000 ans. Là, nous sommes il y a 385 000 ans. Et c'est... Moi, je fais le lien entre les humains sur Roccamonfina et Monte Gargano, qui est un peu plus à... Alors, 175 km, ce n'est pas grand-chose. Pour donner une image qui peut parler aux gens de Haute-Loire et du Velay, 175 km, c'est la distance qui sépare Brioude, avec sa remarquable basilique de Saint-Julien-de-Brioude, eh bien, c'est à 175 km au nord de Saint-Guilhem-le-Désert. Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault, en pays volcanique aussi. Alors, il n'y a pas de volcan à Saint-Guilhem-le-Désert, mais juste à côté, il y en a. Et Saint-Guilhem-le-Désert a été fondé au 8e siècle, je crois, par Guillaume. Guillaume dit Guillaume d'Orange, qui était un grand seigneur du Languedoc, et qui, avant de se faire moine, et de créer l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, l'abbaye d'Aniane, à côté de Aniane, qui était une abbaye de son copain bénédictin. Et avant de se faire moine, il a déposé ses armes à Saint-Julien-de-Brioude. Donc il relie, la légende de Guillaume d'Orange relie Brioude à Saint-Guilhem-le-Désert, 175 km, c'est juste une coïncidence, mais c'est pour montrer que c'est une distance qui, du point de vue du récit humain local, n'est pas grand-chose. Et donc, Monte Gargano, on peut, hypothétiquement, hein, c'est une idée, c'est tout, c'est de l'analogie, mais on peut relier Monte Gargano à 385 000 ans. Mais Saint-Michel-d'Aiguille, on peut le relier à 1,5 million ou 2 millions d'années, du point de vue du récit humain. Or, il y a à Saint-Michel-d'Aiguille une énigme absolument phénoménale. C'est qu'au XIIe siècle, c'est-à-dire le siècle où l'exceptionnelle basilique de Saint-Julien-de-Brioude, qui est magnifique. En plus, il y a une collection de pierres dans les pierres de construction où il y a toutes les roches locales. Les roches issues de l'eau, les roches issues du feu, les roches issues du mariage de l'eau et du feu, tout ça est présent dans la pierre de construction de Saint-Julien-de-Brioude. On n'a pas encore, jusqu'à présent, étudié toute la saga, toute la légende, toute l'histoire de Saint-Julien-de-Brioude, qui est absolument phénoménale. On ne l'a pas trop relié au volcanisme et à la géologie locale. On devrait. Et au XIIe siècle, au moment où Saint-Julien-de-Brioude est construite, on construit aussi le déambulatoire autour de la première chapelle qu'il y a sur Saint-Michel-d'Aiguille, donc au XIIe siècle, et on munit ce déambulatoire d'une façade remarquable qui représente l'Apocalypse de Saint-Jean. Et dans cette façade, les bâtisseurs ont inscrit un élément de rupture structurelle de la symétrie, la sacro-sainte symétrie de la roman, par une petite fenêtre ronde qui casse la symétrie, parce qu'elle est décalée par rapport à l'axe de symétrie, et elle pointe le mont Mézin. Alors là, si ce n'est pas un hommage à Gargantua, je ne sais pas ce que c'est. Et ça pourrait remonter à plus d'1 million d'années. Gargantua apparaît quand pour la première fois? Il a quel âge Gargantua? La figure de Gargantua? Gargantua a été matérialisé, comme on disait tout à l'heure, par Rabelais. 13e, 12e, ce sont les plus anciennes traces écrites qu'on a de Gargantua. Alors Rabelais, c'est 16e siècle. Hein. 16e. Oui, mais les premiers textes remontent à 12-13e. Hein. D'accord. Oui, Rabelais, c'est 1500. C'est la Renaissance. En 1550.
mais les premières traces remontent à 12-13e. Petite parenthèse Mais- sur Rabelais d'ailleurs, est-ce que Rabelais est venu en Haute-Loire? C'est une question Si vous savez. qui n'a jamais réellement été posée. Il mérite d'être creusé. J'ai trouvé sa trace en bord de Méditerranée. Mhm. Il est venu dans les îles d'Hyères. Il a fait un petit séjour dans les îles d'Hyères, dans l'Estocade. Quel chemin il a pris? Pour descendre, peut-être, justement, ça serait à creuser, je ne sais pas. Ce que je voulais dire quand même, c'est que par rapport à Saint-Michel d'Aiguille et par rapport aux sites comme la Grotte Chauvet, etc., donc on est quand même, quand on a une création géologique, que ce soit une éruption ou un phénomène naturel particulier, on est dans quelque chose d'inexpliqué. Et ce que je vais expliquer, c'est ce qu'on appelle une sorte de théophanie. C'est-à-dire, c'est une rencontre entre quelque chose, Dieu, on va dire, puisque c'est inexplicable et inexpliqué, et l'homme. Il se passe quelque chose que l'homme ne comprend pas. Une éruption volcanique, un rocher qui sort, un énorme bloc qui est venu là, pourquoi, comment, etc. Enfin, donc, on est face à quelque chose d'inexpliqué, une théophanie, donc une rencontre avec Dieu. Et pour expliquer ce phénomène, Gargantua apporte son mystère, sa puissance, toute la force la puissance qu'il représente, qui est au-delà de l'humain. Et cette force, cette puissance, elle permet d'expliquer des phénomènes naturels qui échappent à l'homme. Et c'est là où on a le lien entre Dieu et l'homme par l'intermédiaire de ce sorte d'expression qu'est Gargantua, qui est une sorte de traducteur, et c'est là où il rejoint le rôle du chaman, et c'est là où on a vu tout à l'heure que Gargantua était né au début de février. C'est l'époque de la Chandeleur, j'ai dit et tout, mais c'est la Saint-Blaise. Saint-Blaise est symbolisé par l'ours. L'ours est le surhomme, c'est l'homme sauvage, c'est l'homme géant, hein, puisqu'il est plus grand, plus fort, mais il a quand même c'est un des rares animaux à avoir cet aspect humain. Et l'ours va être, comme Gargantua, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il va expliquer le phénomène. Et le troisième personnage qui explique, en dehors de Gargantua et de l'ours, c'est le chaman. Et ces trois structures intellectuelles, en quelque sorte, que l'homme a construites, le chaman, l'ours et Gargantua, on les retrouve dans des lieux forts. À la Grotte Chauvet, on retrouve l'ours, on retrouve Gargantua, on retrouve le chaman. À Saint-Michel d'Aiguille, c'est pareil. Et on va le retrouver systématiquement dans les chapiteaux romans, cet ours qui va être symbolisé, qui va être retranscrit comme une sorte de personnage énigmatique, mystérieux. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une église ? Eh bien, il vient participer à l'église qui est, ne l'oublions pas, au début de la roman, hein, l'église, c'est un observatoire spatio-temporel, c'est-à-dire que c'est fait pour marquer un jour particulier dans l'année, une théophanie, encore une fois, une rencontre de Dieu avec l'homme qui est matérialisée par le lever du soleil à un jour particulier. Le rayon vient éclairer l'autel ou un endroit particulier de la chapelle. N'oublions pas que les chœurs romans se terminaient avec des petites fenêtres en fente par lesquelles le rayon du soleil rentrait un jour précis pour venir éclairer un endroit précis de l'intérieur de l'église, du monument. C'était le jour de la rencontre avec Dieu, le jour de la fête. C'est ce qu'on a retrouvé, ce qu'on retrouve encore dans de nombreux lieux cultuels pour marquer une date de l'année précise. On a un jour de fête, et ce jour de fête, c'est cette rencontre avec Dieu. Et Gargantua, le chaman, et on peut, transposer ces noms de Gargantua, de chaman et d'ours à tous les prêtres qui sont intermédiaires entre Dieu et nous. Ce sont des
des gens, des structures intellectuelles qui nous permettent de vivre et de nous approprier notre environnement, nos paysages, de nous donner des explications. Et je crois que c'est un peu le problème fort que l'on retrouve à la grotte Chauvet, mais c'est le problème que l'on a à Saint-Michel-d'Aiguille et dans tous ces lieux, tous ces paysages où on a des phénomènes particuliers de vallées profondes, de rochers gigantesques, de particularités géologiques, encore une fois, qui sont expliquées par la présence de Gargantua. Oui, et le Vivarais-Velay est tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là par la densité des lieux, comme Jean-René vient de le dire, densité des lieux qui correspond aussi à une densité de paysages frappants, très marquants. C'est pas la plaine de Beauce, hein. C'est la montagnère des Choises avec ses vallées profondes d'un côté et ces vastes plaines basaltiques, largement basaltiques, qui forment notre plateau. Et c'est sur ce plateau que le rayonnement spirituel de ce territoire va atteindre toute l'Europe, notamment par le culte de la Vierge Marie, le culte marial qui est consacré comme dogme au 5e siècle, un an après la seconde apparition de la Vierge sur une dalle volcanique, qui est une pierre, qui est un dolmen, comme tu disais tout à l'heure, qui est de phonolite, donc une roche volcanique très particulière qui n'existe pas dans le bassin du Puy. Il a fallu la trimballer depuis le massif du Mézin-Gerbier jusque-là. C'est pas par hasard si on a trimballé une pierre volcanique, c'est-à-dire issue des entrailles des enfers en quelque sorte. Et le rayonnement de ce Velay est tout à fait exceptionnel. Il est inexpliqué en réalité. Il n'y a pas un rayonnement politique, c'est un rayonnement spirituel. Et on retrouve une église dédiée à Saint-Julien de Brioude en Flandre, en Belgique, dans la ville d'Ath. Une ville d'Ath qui est célèbre par son carnaval avec les dragons et avec les géants, donc des Gargantua. À travers toute la Flandre belge, la Flandre française et la Wallonie belge, on a, en période de carnaval, je viens de parler de carnaval, on a des sorties des géants et des dragons, dans un pays où il n'y a pas de volcan. Ah, il n'y a pas de volcan. L'homme n'a peut-être pas vu de volcan en Belgique, mais quand Néandertal est arrivé dans ces régions-là, où son prédécesseur Heidelbergensis, pour le moment on en est à Néandertal, quand il est arrivé dans cette Wallonie belge, donc c'était la partie sud de la Belgique, il a trouvé de la pierre du feu, de la pierre volcanique. Et ça, il sait que c'est de la pierre volcanique parce que c'est un spécialiste du grain de la matière. Et quand il voit une pierre volcanique qui lui rappelle celle qu'il a vue en Italie, à Monte Gargano ou à Roccamonfina, ou qu'il a vue en Haute-Loire, et qui tombe sur la même roche en Belgique, il sait que le diable s'est manifesté là sous la forme de Gargantua. Et Gargantua, on le retrouve sous la forme des géants dans les carnavals. Est-ce qu'on peut lier d'autres mythes ou légendes, croyances, liées à la géologie, au relief altiligérien et à ses marges? Oui, alors d'abord il faut reprendre toutes les légendes, hein, tous les contes et légendes et les mythes qui concernent notre région, il faut tous les reprendre à la lumière du spectacle éruptif. Lesquels par exemple? Alors on peut commencer par le lac d'Issarlès. Le lac d'Issarlès, il y a plusieurs légendes qui le concernent, mais il y a notamment une légende qui est d'ailleurs renseignée par une infographie au bord du lac, là au débarcadère, où le récit est le suivant. Les gens de très très anciens temps, les paysans, voilà, ils en avaient marre parce que un dragon mangeait les gens, mangeait les femmes, mangeait les enfants, et puis les gens en avaient marre, ils mangeaient même les paysans, enfin ils bouffaient tout le monde. Et comme les gens savaient que ce dragon était très très friand de feu, ils ont allumé un immense brasier en se disant il va l'avaler ce feu-là et ça va le tuer. Et effectivement, le dragon a avalé le feu. Ça lui a brûlé les entrailles à un tel point qu'il a fallu qu'il boive toute l'eau de la Loire pour se calmer les entrailles, et quand il a craché l'eau de la Loire, ça donnait le lac d'Issarlès. Alors voilà une légende qui, en réalité, pour moi, résume deux phénomènes volcaniques catastrophiques et fondamentaux de ce territoire. Mais ils ont 40 000 ans de distance, ces deux phénomènes. Le premier, c'est le dragon qui avale toute l'eau de la Loire. Ce dragon qui avale toute l'eau de la Loire, pour moi, c'est la coulée
du volcan le Boson, le suc de Boson, qui est voisin d'un autre volcan tout à fait remarquable qui s'appelle la Vestide du Pal. Ces volcans sont tout à fait remarquables parce qu'ils font partie de ces jeunes volcans d'Ardèche qui sont alignés en quelque sorte sur ces... Je parlais de cette ligne tout à l'heure, de ces lignes qui conduisent aux gorges de l'Ardèche avec différentes grottes. Eh bien, ces volcans-là sont des volcans très jeunes. Et le suc de Boson a émis une coulée qui a coupé l'eau de la Loire, qui a coupé le cours de la Loire. C'est-à-dire qu'il a asséché la Loire aval et un grand lac s'est formé en amont. Ça a été très bien étudié par les archéologues, géologues, géomorphologues qui s'occupent du territoire. Et pour moi, le dragon de la légende qui avale toute l'eau de la Loire pour se calmer les entrailles, c'est le dragon du suc de Boson qui avale toute l'eau de la Loire, effectivement. Et quand il la recrache, ça crée le lac d'Issarlès, c'est-à-dire l'éruption hydrogazeuse du lac d'Issarlès qui intervient 40 000 ans plus tard. Donc on a selon mon interprétation, mais qui n'est pas tirée par les cheveux, pas du tout. Au contraire, c'est très logique, c'est très simple comme explication. On a une légende Néandertal et une légende Sapiens qui sont encore transmises aujourd'hui et qui expliquent deux phénomènes naturels, comme disait Jean-René, inexplicables. Il faut bien qu'on explique, parce que devant la catastrophe qui nous fascine, il faut qu'on trouve une explication qui nous rabaisse notre niveau d'angoisse. Il faut qu'on se calme l'esprit en racontant une histoire qui tienne la route et qu'on partage, et tout le monde considère que ça tient la route. On va adopter ce récit. Les croyances nous permettent de comprendre la géologie, ou la géologie nous permet-elle de comprendre les croyances ? Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est à l'origine des choses ? À mon avis, c'est l'œuf. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est la géologie. C'est la géologie qui nous fascine dans ses manifestations les plus terrifiantes. Le problème de l'homme, c'est qu'il est doté de ce langage qui nous permet de discuter aujourd'hui et qui nous permet d'interroger à l'infini nos propres interrogations. On reçoit des interrogations, on cherche à y répondre de façon logique et cohérente. Alors d'autres que nous, qui nous entendent, vont dire « mais pas du tout, ils déconnent ces gens-là, c'est ça la bonne explication ». Et c'est comme ça depuis que nous avons ce langage humain qui articule à l'infini toutes nos réponses pour formuler d'autres réponses. Et ça dure depuis 2 millions d'années, depuis que nous avons anatomiquement la capacité d'avoir ce langage, ce verbe. Au commencement était le verbe. Oui, c'est toute l'histoire de la genèse des religions aussi. Oui. Et puisque Mircea Eliade, qui a longuement écrit là-dessus, tout à fait senti ce besoin d'expliquer l'inexplicable. Et pour expliquer l'inexplicable, il faut des intermédiaires. Et Gargantua est l'un de ces intermédiaires. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci. Merci à Altistoria. Merci, Loïs. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. On espère en tout cas qu'on vous a éclairé sur Gargantua, mais précisément sur les liens entre croyances et géologie. Vous avez pu voir à quel point les deux milieux, les deux domaines sont consubstantiels et peuvent nous permettre de nous éclairer sur la compréhension de notre territoire et notre histoire locale. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.